Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième session technique de la journée après la magnifique prestation d'Abbas sur les containers. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Data Lake, d'Analytics et donc de comment mettre en place sur AWS une stack data. Moi, je m'appelle Marc et je suis architecte solution chez AWS. Et mon rôle consiste à accompagner principalement les startups, donc à comprendre leurs besoins business, pour ensuite les transcrire en solutions sur la plateforme AWS. Aujourd'hui, je travaille avec plusieurs startups à Station F, notamment sur des architectures data, et je voulais, à travers en fait ce webinaire dédié sur l'aspect Data Lake, vous donner les bases pour créer une architecture data sur votre plateforme AWS. Et ensuite, vous pourrez itérer, rajouter des composants sur cette architecture data. Alors, en introduction, je dirais qu'un des challenges aujourd'hui de la donnée, c'est ce qu'on appelle les 3V, communément appelés les 3V, avec la notion de volume. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sources de données, donc ça peut être lié aux données internes des entreprises, ça peut être lié aux données qui sont générées sur les sites web, sur les réseaux sociaux. Et donc, cette volumétrie de données qui passe du giga au téra, au péta, apporte en fait des nouveaux challenges sur les traitements de la donnée. Et on verra que les solutions classiques, notamment pour tout ce qui va être des bases de données transactionnelles, ne conviendront plus forcément. Et donc, on verra les solutions qui peuvent être utilisées justement pour traiter ces challenges. On va avoir aussi un challenge sur la vélocité de la donnée. Donc aujourd'hui, on peut traiter de la donnée en mode batch, où on va emmagasiner de la donnée, et puis on va déclencher de manière régulière, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, des traitements sur cette donnée pour après en extraire de l'information. Et aujourd'hui, cette problématique de vélocité, en fait, elle tend à se rapprocher sur du temps réel et même justement à se positionner sur de la prédiction, donc essayer de prédire de la donnée du futur, avec notamment toute une partie machine learning. Et un dernier challenge, ce sera tout ce qui va être la variété de la donnée. Donc comme je disais, les sources vont être diverses et donc on va avoir des sources de données structurées, donc de la donnée définie avec des schémas, ou des sources de données non structurées, donc là qui peuvent provenir justement des sites web, donc des images, des vidéos, des fichiers sons, des fichiers texte qui sont générés sans respecter justement des schémas particuliers. Et donc ça rajoute en fait une complexité sur le traitement de cette donnée. Donc en partant de ces challenges, on a plusieurs possibilités. Donc je dirais la base numéro 1, en fait, ça va être de faire du traitement en mode batch sur cette donnée, donc avoir la possibilité de stocker de l'information, de la data pour en extraire de l'information avec des processus qui sont soit encore une fois mensuels, hebdomadaires ou journaliers. Et après, en fait, une fois qu'on a défini et qu'on arrive à extraire cette information sur des patterns réguliers, on va vouloir se rapprocher du temps réel. Donc on parle de real time pour générer potentiellement des alertes plus rapidement. Et une fois qu'on a atteint et qu'on utilise des solutions qui permettent d'avoir des pipelines qui peuvent traiter de la donnée en temps réel, on va se pencher sur l'aspect prédiction, donc forecast en fonction de la donnée. C'est là où la partie machine learning sera intéressante. Aujourd'hui, on va pas faire, sur ce webinaire, on va pas parler de solutions de machine learning. En revanche, le webinaire d'après fera un deep dive sur la solution SageMaker, en fait, qui permet d'entraîner n'importe quel type de modèle sur AWS. Alors, l'approche traditionnelle, elle ressemble en fait à ce mode de fonctionnement où on a des bases de données transactionnelles classiques, des MySQL, des bases de données Postgre, des bases de données dans les entreprises ou donc liées aux ERP, au CRM. Et en fait, l'idée première en fait, c'était de pouvoir requêter, d'assembler toutes ces données ensemble pour en extraire de l'information. Donc là, c'était grâce à des solutions classiques de data warehousing, donc des entrepôts de données sur lesquels on pouvait plugger en fait des solutions de BI, donc pour tout ce qui est business intelligence, et générer des rapports sur cette donnée. On reste sur de la donnée relationnelle, donc c'est-à-dire qu'il faut définir des schémas associés à la donnée, et donc en termes d'échelle, on est sur du téra ou du pétabyte. On peut atteindre du pétabyte sur ce type d'architecture.
Et en fait, aujourd'hui, encore une fois, avec toutes les sources de données nouvelles qui proviennent des téléphones mobiles, qui proviennent des applications web, qui proviennent on parle beaucoup d'internet des objets, donc qui sont des capteurs qui vont remonter de l'information, des réseaux sociaux. Donc là, ce sont des sources de données qui ne sont pas structurées, donc dites non relationnelles, où on ne sait pas exactement ce qu'on va recevoir comme données, et le modèle de data warehousing classique ne convient plus à ce moment-là. Et c'est là où l'approche data lake en fait va être intéressante, où le data lake va pouvoir centraliser en fait toutes les données non relationnelles et en même temps aussi continuer de travailler avec les données relationnelles. Et on verra qu'avec l'approche data lake, on va avoir de nouvelles sources de solutions, je dirais, qui vont pouvoir traiter et se positionner sur le data lake pour pouvoir traiter directement cette nouvelle source de données. Alors, si on se positionne sur le data lake sur AWS, aujourd'hui, je vais faire vraiment une solution un peu plus deep dive sur les services en fait qui peuvent être utilisés sur le data lake. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au sein d'un data lake AWS, en fait, on va se poser la question de quel type d'outils on va utiliser pour importer la donnée en fait sur le data lake. Donc, on peut importer de la donnée en mode batch. Donc on peut importer de la donnée tous les mois, toutes les semaines sur son data lake, ou on peut utiliser des outils pour importer de la donnée en mode temps réel et la charger sur son data lake. Ce qui va être important, c'est qu'ensuite on va pouvoir positionner des solutions d'analytics, donc pour traiter la donnée qui a été importée sur le data lake, et des notions aussi, encore une fois, de machine learning. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le data lake, il a pour but d'être ouvert, donc il va pouvoir traiter n'importe quel type de données. Il a la vocation à être sécurisé, donc il faut que cette donnée, on puisse la chiffrer, on puisse contrôler les accès, les autorisations sur cette donnée. Il faut qu'il soit scalable, donc qu'on puisse stocker la donnée qu'on souhaite sans avoir à se poser la question de si justement on a provisionné assez de stockage, assez de compute pour absorber la donnée que l'on va rajouter. Et le dernier point d'une notion de data lake, c'est l'aspect coût. Donc il faut éviter d'avoir justement des coûts démesurés pour créer justement cette approche data lake. Alors par où commencer? En termes de services, le service numéro 1 en fait pour créer son data lake aujourd'hui, ça va être S3. Donc S3, c'est notre solution de stockage objet qui va nous servir en fait de stockage central pour le data lake. Donc dès qu'on va vouloir stocker des données qui peuvent provenir de bases de données, qui peuvent provenir de n'importe quelle source, il faut toujours raisonner en pensant à S3 à ce moment-là pour stocker la donnée, puisque ce sera une des solutions qui va vous permettre d'être scalable, puisque sur S3 vous allez être facturé uniquement pour la quantité de données que vous stockez, et on verra aussi qu'il y a des mécanismes qui permettent d'optimiser le stockage sur S3. Les mécanismes aujourd'hui qui vont permettre d'ingérer de la donnée, il y a plusieurs types de solutions qui sont disponibles sur la plateforme AWS qui permettent d'importer de la donnée justement sur S3 et donc sur le data lake. Aujourd'hui on fera un focus particulier juste sur Firehose, mais il y en a plusieurs comme DMS par exemple qui permettent en fait de migrer des bases de données. Donc on définit une base de données source, par exemple un Postgre, et toutes les modifications en fait qui ont lieu sur ce Postgre peuvent être répliquées directement sur le data lake S3. Donc ça c'est une façon d'ingérer de la donnée sur son data lake. Ensuite, une fois qu'on a ingéré le data lake, une des problématiques aussi c'est tout ce qui va être lié au catalogage de cette donnée. Donc on peut stocker toute la donnée qu'on souhaite dans le data lake, mais il faut conserver en fait une notion d'index pour pouvoir chercher ensuite dans cette donnée. C'est là où des solutions comme Glue aujourd'hui peuvent être utilisées pour créer un data catalog. Donc j'en parlerai après, on fera un deep dive sur Glue en particulier. Il faut pouvoir contrôler les accès sur le data lake. Aujourd'hui, on a des services comme IAM. Donc pour ceux qui ont assisté à la présentation de sécurité hier, le service IAM pour Identity Access Management va permettre de contrôler les accès sur les services AWS et donc de restreindre aussi les accès. Pour tout ce qui va être gestion des autorisations, on peut utiliser des services comme Cognito qui vont permettre en fait à des utilisateurs de s'authentifier, et ensuite en utilisant des rôles IAM, ils peuvent accéder à certaines parties du data lake. Donc ça va être très important aussi de conserver cet aspect accès
sur le data lake. Et ensuite, on va avoir des outils qui vont venir se positionner sur S3, donc sur le data lake, pour traiter, pour processer cette donnée. Donc on va avoir des outils qui vont nous permettre de traiter la donnée à base de requêtes SQL, comme Athena et Redshift. On va avoir des outils comme EMR, donc là qui manage en fait une suite Hadoop ou Spark en fonction de votre besoin. Donc là, vous aurez la possibilité d'utiliser ce type de technologie open source pour traiter cette donnée. Et par-dessus, on peut rajouter en fait une solution de business intelligence qui s'appelle QuickSight, qui va permettre de créer des dashboarding à partir en fait des données qui sont stockées sur S3. Et une dernière partie, encore une fois très importante, l'aspect protection et sécurité de la donnée qui est stockée sur votre data lake. Donc on a une intégration de S3 avec des services comme KMS qui permettent en fait de faire du chiffrement. Donc KMS, c'est un service qui va gérer les clés de chiffrement pour vous, et donc vous pouvez après automatiquement configurer le chiffrement de la donnée sur votre bucket S3. On peut utiliser des services comme CloudWatch qui vont permettre de monitorer en fait l'infrastructure sur votre plateforme. Des services comme CloudTrail qui permettent eux de monitorer tous les appels API qui sont faits sur la plateforme AWS. Donc ça c'est très important si vous avez besoin d'auditer justement votre plateforme. Grâce à CloudTrail, vous aurez en fait accès à tous les logs liés aux appels API faits sur la plateforme AWS. Et on a également des services comme STS pour Security Token Service qui permettent en fait de générer des accès avec des restrictions dans le temps et des restrictions sur des services. Donc c'est vraiment à partir en fait de ces briques qu'on peut construire son data lake sur S3. Donc aujourd'hui je vais faire un deep dive sur plusieurs services en particulier avec l'aspect Firehose, l'aspect Glue et principalement les services Analytics. Alors la notion numéro 1, donc sur le data lake, on est au point sur le fait que on utilisera S3 comme solution de stockage principale pour son data lake. Et ensuite, on va avoir plusieurs possibilités donc pour ingérer la donnée. Donc soit on fonctionne en mode batch, donc où on va itérer, on va charger de la donnée de manière mensuelle, de manière hebdomadaire ou quotidienne sur son data lake. Donc là, on peut utiliser des solutions comme donc j'en avais parlé précédemment, DMS, qui permet de faire de la réplication entre bases de données. Donc on peut aussi répliquer en fait une base de données directement sur S3. Donc ça c'est une solution pour importer de la donnée. Et aujourd'hui on va se focaliser sur des services comme Kinesis, donc qui peuvent être utilisés pour la partie traitement en temps réel de la donnée, mais qui peuvent être utilisés également pour charger en fait la donnée sur le data lake. Alors je vais faire une explication sur le service Amazon Kinesis en particulier. Donc au sein d'Amazon Kinesis, on va avoir plusieurs outils. Aujourd'hui, on se focalise principalement sur l'outil qui s'appelle Kinesis Data Firehose et Kinesis Data Stream. Kinesis Data Stream, en fait, il faut le voir comme un bus de données dans lequel toutes les applications auront la possibilité d'écrire. Et donc, ce sera le tuyau d'entrée principal de votre data lake. Et avec Kinesis Data Stream, en fait, vous pouvez faire du traitement en temps réel sur la donnée. Et ensuite, vous pouvez directement le brancher à un Kinesis Firehose qui, lui, va charger la donnée directement sur S3. Par-dessus, on peut utiliser des solutions comme Data Analytics qui vont permettre en fait de faire du requêtage SQL sur la donnée qui est ingérée dans le Kinesis Data Stream, qui va permettre de générer potentiellement des alarmes dès l'instant que la donnée rentre dans le pipeline de données. Donc, si je représente pas ici je dirais une architecture avec Kinesis, on a à gauche en fait tous les producteurs de contenu. Donc on peut utiliser les SDK fournis par AWS. Il y a des solutions open source par exemple qui permettent de gérer tout ce qui va être log comme Flume, Fluentd qui ont des intégrations avec Kinesis Stream. Donc on peut écrire directement avec ces applications ou en utilisant les SDK fournis par AWS dans Kinesis Data Stream. Derrière on va pouvoir positionner un Firehose et ce Firehose en fait aura la possibilité de charger la donnée sur S3. Donc c'est cet aspect je dirais refroidissement de la donnée, puisque une fois que la donnée est stockée en fait sur le data lake, on n'est plus sur un traitement temps réel. Si on souhaite faire un traitement temps réel de la donnée, du coup on va se positionner au niveau du data stream et on peut appeler des fonctions lambda pour faire du traitement sur la donnée au niveau du stream. Et Kinesis Data Firehose ici aura justement lui la tâche de charger la donnée sur le data lake S3.
Et avant de charger en fait cette donnée sur le Data Lake S3, on a la possibilité, ça c'est plutôt intéressant, de faire ce qu'on appelle de la data transformation, et donc de travailler un peu cette donnée avec des fonctions lambda. Donc pour ceux qui ont suivi hier le webinaire sur l'aspect serverless, lambda c'est la possibilité d'exécuter une fonction dans le cloud sans avoir à gérer la partie infrastructure, scalabilité, vraiment toute la partie opérationnelle. On a juste à importer sa fonction et elle sera exécutée dans le cloud AWS. Donc là, au moment en fait où la donnée est chargée sur S3, Kinesis Data Firehose peut appeler une fonction lambda qui va traiter en fait cette donnée et ensuite la charger sur le data lake. Donc là, c'est certains outils, des types d'outils en fait qui sont le plus utilisés aujourd'hui pour créer son pipeline de données et pour charger la donnée sur le data lake S3. Ensuite, une fois qu'on a chargé en fait cette donnée sur le data lake, on va se poser la question du catalogage de cette donnée. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment français, mais en anglais on parle de data catalog. Donc l'idée c'est de pouvoir indexer cette donnée pour ensuite facilement savoir où est située cette donnée dans le data lake. Aujourd'hui, on fournit une solution via AWS Glue de data catalog. Donc Glue va fonctionner avec un système de crawlers en fait qui vont directement crawler tous les objets qui sont stockés sur S3 et ils vont remplir en fait un catalogue de données avec toutes les données liées au schéma de la data. Donc je vous ferai une démonstration tout à l'heure où en fait si on a des fichiers CSV, Parquet, Orc, vraiment n'importe quel type de format de données, les crawlers vont pouvoir parcourir cette donnée et remplir les schémas associés dans le data catalog de Glue. Donc si vous êtes déjà familier avec ces notions de data catalog, vous connaissez peut-être Hive qui a une solution de Metastore dans laquelle on va justement stocker les métadonnées. Donc c'est toutes les informations liées au schéma de la data. Et donc Glue aujourd'hui repose sur une solution similaire à un Metastore Hive. Alors c'est cette notion en fait qui va être importante puisque vu que le data lake a vocation à être ouvert, donc on peut stocker n'importe quel type de format, donc du format orienté ligne avec du CSV, du format orienté colonne avec du Parquet, de l'ORC par exemple. Et ensuite on va avoir des crawlers qui vont parcourir cette donnée pour remplir le data catalog. On fournit via les crawlers un système de classifieurs qui sont built-in. Donc c'est en gros les classifieurs, c'est à cet endroit où on va définir en fait le type de données qu'on souhaite crawler. Donc c'est là où on choisit si on définit des classifieurs Avro, Parquet, ORC. Et si vous avez votre propre schéma de données, vous pouvez définir vos propres classifieurs et donc du coup vous pouvez importer après vos propres données. Glue aura la capacité via les crawlers de parcourir cette donnée et de remplir le data catalog. Donc c'est cette notion en fait de crawling de la donnée est vraiment importante puisque du coup ça évite de stocker de la donnée et de la perdre après, je dirais, parce que du coup si on ne remplit pas le data catalog, on n'aura pas la capacité en fait de requêter cette donnée et ça c'est vraiment une étape très importante. Donc pour justement remplir ce data catalog, aujourd'hui on peut utiliser les crawlers intégrés dans Glue, mais sinon vous avez la possibilité de le faire manuellement. Donc vous pouvez créer vos tables manuellement dans le data catalog. Vous pouvez le créer via des services comme Athena EMR, donc là je referai un deep dive dessus. On a la possibilité aussi de passer par les API fournis par AWS pour créer justement ce data catalog. Et si vous êtes déjà utilisateur de Hive Metastore, donc vous pouvez directement importer votre Metastore dans Glue. Donc je résume les deux premières étapes. Donc on a ingéré de la donnée dans le data catalog, dans le data lake avec des services comme Kinesis. Ensuite, on a catalogué cette donnée avec des services comme Glue et son data catalog. Maintenant, on va préparer en fait la donnée pour qu'elle soit justement consommée par des services d'analytics. Donc ça, c'est l'étape numéro 3 où on va pratiquer un peu d'ETL, donc ETL pour Extract, Transform, Load, où on va normaliser la donnée, on peut la partitionner, on peut choisir de la compresser et de l'optimiser, donc de la nettoyer pour qu'elle soit utilisée par des solutions d'analytics. Alors, une bonne pratique
justement on va nettoyer cette donnée, on va la préparer pour l'analytics, c'est de charger la donnée brute et en fait de toujours travailler sur de la donnée qui a été répliquée à partir de cette donnée brute pour pouvoir après permettre de faire d'autres opérations d'ETL si jamais on a besoin de revenir en arrière. Donc cet aspect ETL aujourd'hui est également inclus dans le service Glue. Donc Glue, en plus du data catalog, a la possibilité de faire de l'ETL. Donc vous pourrez créer en fait des scripts en Python ou en Scala et Glue avec le service ETL en fait va faire tourner ces scripts sur un Spark qui sera entièrement géré par AWS et où vous n'aurez pas à gérer tout l'aspect scalabilité et l'aspect configuration du Spark. Donc on crée directement ces scripts, on choisit de faire démarrer ces jobs. Donc on peut les scheduler à intervalles de temps réguliers ou on peut se baser sur des événements pour les démarrer. On verra tout à l'heure que via la démonstration comment on peut transformer du CSV en parquet via Glue. Et la notion vraiment importante, c'est la notion de serverless où on n'a pas à gérer en fait tout l'aspect opérationnel. On a juste besoin de définir ces jobs en PySpark, en Scala, en Spark directement et Glue va les exécuter pour nous. Donc, cette opération d'ETL peut être directement intégrée à Glue. Ensuite, une fois qu'on a justement nettoyé cette donnée, qu'on l'a préparée pour la partie analytics, on va voir les différents services qui sont disponibles aujourd'hui sur la plateforme AWS. En tout cas, c'est pas une liste exhaustive, mais ce sont, je dirais, les services qui sont le plus utilisés. Et on va voir à partir de ces services comment on peut essayer de tirer un maximum d'informations de la donnée. Sur la partie machine learning, je vous invite après à assister au dernier webinaire de la session technique qui fera vraiment un deep dive sur les services dédiés machine learning sur AWS. Et c'est vraiment dans la continuité parce que aujourd'hui, un point à part, mais à mon sens, il faut toujours avoir une stratégie data avant de passer sur du machine learning, puisqu'il faut toujours collecter de la donnée, la traiter avant de l'envoyer à des services de machine learning. Alors sur la partie analytics, on a un service, je dirais, celui qui est quand même le plus utilisé aujourd'hui, ça s'appelle Amazon EMR, EMR pour Elastic MapReduce. Donc on va manager en fait pour vous une solution Hadoop, Spark, donc vraiment tout l'écosystème open source lié à Apache Hadoop, Apache Spark. Et aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de projets qui sont gérés dans EMR. Donc si vous utilisez du Hive, du Presto, du HBase, vérifiez en fait la solution que vous utilisez et on aura la possibilité de la manager pour vous. Ce qui est important avec EMR, c'est que dès qu'il y a je dirais une nouvelle version qui est réalisée par l'open source, nous on s'assure que dans les 30 jours elles sont intégrées avec EMR. EMR aujourd'hui, on va créer pour vous des instances EC2 qui vont être managées, sur lesquelles on va faire tourner le Spark ou le cluster Hadoop. Et avec les différents modèles de pricing au niveau des instances EC2, on peut réduire les coûts et optimiser l'architecture. Ça c'est un point qui sera non négligeable si vous commencez à utiliser des services comme EMR. Et l'avantage numéro 1, à mon sens, c'est la possibilité en fait de se détacher de HDFS. Aujourd'hui, quand vous faites tourner une solution Hadoop, vous allez devoir créer un cluster HDFS. Donc un cluster HDFS, c'est la possibilité d'avoir du stockage distribué. Donc vous avez des nœuds de stockage avec du compute. Et si vous souhaitez scaler, en fait, vous rajoutez des nœuds pour agrandir votre stockage. Cette solution, elle est intéressante puisque du coup, on peut distribuer le stockage. En revanche, on ne peut pas découpler le compute du stockage. Donc si on a besoin de plus de stockage, on va rajouter un nœud, mais par la même occasion, on va rajouter du compute. Et donc ça, c'est pas forcément optimisé. Aujourd'hui, avec EMR, on a la possibilité en fait d'utiliser à la place d'utiliser HDFS, on peut utiliser directement S3 comme stockage et on va avoir des nœuds dans EMR qui vont se connecter directement à S3. Ça, c'est via la fonctionnalité EMRFS en fait qui permet de faire tourner des jobs sur Hadoop qui vont chercher la donnée sur S3 et qui la travaillent en local après pour la remettre sur S3. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, d'un point de vue architecture, ici en haut, on a un cluster EMR. On parle de cluster transient. Donc, transient, c'est la capacité d'allumer et d'éteindre un cluster. Si vous êtes sur du HDFS aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir une solution en fait qui soit tout le temps allumée. L'intérêt en utilisant EMRFS, c'est que du coup vous pouvez allumer votre cluster, il va récupérer la donnée sur S3,
tout ce qui va être lié aux métadonnées, il va pouvoir directement se plugger sur le data catalog de Glue, traiter cette donnée et ensuite la donnée qui a été générée pourra elle être restockée sur S3. Donc on peut fonctionner en mode batch, donc là ce sera avec des clusters qui sont allumés, éteints en fonction du traitement de votre donnée. Mais on peut également fonctionner en mode interactif, donc en mode temps réel. Si vous avez besoin de mettre en place des pipelines de traitement de temps réel de la donnée avec des solutions comme Spark Streaming, vous pouvez via EMR créer un cluster Spark qui lui va être forcément tout le temps allumé puisqu'on a besoin de faire un traitement en temps réel et il peut récupérer la donnée sur S3 et les métadonnées sur le data catalog. Ça c'est en fonction de votre cas d'usage et il faudra se poser la question, ok, est-ce que je vais fournir de la donnée sur un mode batch, donc je vais faire des traitements toutes les heures, toutes les 2 heures, tous les jours. Donc là je peux allumer un cluster, je peux traiter la donnée et je peux l'éteindre. Ça permet d'optimiser les coûts. Et si vous êtes plus sur une optique temps réel, donc là vous pouvez allumer un cluster, le laisser allumer pour qu'il puisse travailler et ingérer la donnée en temps réel. Donc là c'est vraiment un rapide overview de ce que peut faire EMR, mais sinon on devrait faire potentiellement une session dédiée à EMR. Un autre service qui va permettre de travailler sur la donnée qui est sur votre data lake, c'est Amazon Athena. Donc Athena va permettre en fait de simplement faire des requêtes SQL sur la donnée qui est stockée sur votre bucket S3. Donc pas besoin de créer un cluster de base de données sur lequel vous pouvez faire vos requêtes SQL. Vous pouvez directement taper en fait vos requêtes SQL via Athena et elles seront exécutées. Elles iront récupérer en fait la donnée sur S3 et elles vont être exécutées sur les fichiers qui sont stockés sur S3. Ça c'est très intéressant puisqu'on est sur une notion de serverless où on n'a pas besoin de gérer d'infrastructure, la scalabilité ou quoi que ce soit. On tape sa requête et elle est exécutée ensuite par Athena. En termes de pricing, du coup, le prix va être associé à la requête et à la donnée scannée à la requête. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 5 $ du terabyte de données scannées. Mais du coup, pour déjà scanner 1 terabyte, ça commence à faire énormément de données. Et donc c'est pour ça que le cas d'utilisation d'Athena aujourd'hui, on est sur de l'analyse interactive, où si on a justement cette donnée et qu'on souhaite un petit peu piocher, cruncher cette donnée, on peut via Athena faire des requêtes SQL sur le data lake S3. Et vraiment la notion importante, c'est cette notion de zéro infrastructure, où on n'a pas à se poser la question de la résilience du cluster, de la scalabilité du cluster, parce que tout est intégré et géré par AWS. Et je vous ferai une démonstration après de justement comment utiliser Athena et voir comment Athena peut requêter de la donnée qui est stockée sur S3. Et si jamais vous avez justement le besoin d'avoir une solution de data warehousing sur lequel vous allez charger de la donnée, on a une solution qui s'appelle Redshift. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il faut, quand vous commencez justement à mettre en place cette architecture data, toujours se focaliser d'abord à tester Athena, voir les cas d'utilisation. Et si vous avez un besoin par exemple de mettre en place un système de dashboarding qui va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où vous allez avoir tout le temps plein de requêtes qui peuvent être similaires, là ça peut être intéressant d'utiliser un cluster Redshift. Donc Redshift c'est une base de données orientée relationnelle, orientée analytics, qui stocke la donnée de manière au format colonne. Et la puissance de Redshift en fait c'est qu'on a la possibilité de rajouter des nœuds qui vont travailler en parallèle. Donc plus on a besoin de performance, plus on peut en fait rajouter de nœuds et faire des requêtes qui puissent traiter un maximum de données. Aujourd'hui en taille de stockage sur un cluster Redshift on peut aller du Tera à potentiellement plusieurs pétabytes de données. Donc on va pouvoir charger cette donnée sur le cluster, faire nos requêtes on peut faire des requêtes de TL sur ce cluster Redshift pour justement en extraire de l'information. Donc là on est vraiment sur l'aspect data warehousing. Donc là c'est si on a besoin d'un système de requêtage si on a besoin vraiment d'un moteur de base de données, que des systèmes MySQL, Postgre ne conviennent plus parce que eux sont orientés transactionnels, qu'on a besoin d'une solution d'analytics, à ce moment-là on peut se pencher sur Redshift. Et une solution qui va étendre justement Redshift s'appelle Redshift Spectrum. Donc Redshift Spectrum, il faut le voir comme la possibilité en fait via votre cluster Redshift de requêter également la donnée qui est stockée sur S3. Donc vous allez avoir d'une part votre cluster Redshift. Donc là à gauche du schéma on a le moteur Redshift avec la donnée qui est stockée sur le cluster.
Et en fait, vous avez la possibilité aussi de créer ce qu'on appelle des external tables qui vont pointer sur des données qui sont sur S3, et donc vous pourrez en fait faire des requêtes directement via Cluster Redshift sur des données qui sont stockées sur S3. Ce qui va être intéressant, c'est que un des avantages en fait, c'est quand on a des tables qui sont souvent utilisées, des bases de données qui sont souvent utilisées, souvent requêtées, vous pouvez les laisser sur votre cluster, et je dirais les données qui ne sont pas souvent requêtées, mais ça peut être intéressant de les inclure ou de faire des jointures avec certaines requêtes, certaines tables de temps en temps, au lieu de les inclure dans votre cluster Redshift et donc de rajouter de la capacité qui au final ne sera pas forcément utilisée parce que vous n'allez pas requêter souvent ces tables. Et ben vous pouvez directement requêter les données qui sont sur S3 et faire des jointures avec les données qui sont sur le cluster Redshift. Et ça, je trouve, c'est une solution intéressante qui permet en fait d'avoir votre cluster sur lequel vous allez faire votre business intelligence. Et si jamais vous avez besoin de données extérieures, et ben au lieu de faire grossir le cluster, ce qui peut être une possibilité, c'est vraiment en fonction du cas d'utilisation. Du coup, vous pouvez aller piocher de la donnée à l'extérieur du cluster qui est stockée sur S3. Donc en termes de pricing, là, on va être similaire en fait à Athena, et c'est en fonction de la donnée qui sera scannée au moment où on va faire la requête. Alors pour tout ce qui va être, je dirais dashboarding, on a une solution qui fonctionne en mode SaaS qui s'appelle Amazon QuickSight. Donc c'est une solution de BI qui va vous permettre en fait de se plugger donc directement sur les data stores. Donc on peut se plugger sur des Redshift, on peut se plugger sur Athena, on peut se plugger directement sur S3 et on peut charger la donnée dans le cluster pour ensuite pouvoir générer des solutions de dashboarding. Et donc parce qu'aujourd'hui les clusters Redshift, les clusters Redshift Spectrum, Athena, ça va être intéressant, mais en termes de visualisation, on aura besoin, vu que nous sommes des humains, on va pas forcément avoir la capacité de lire correctement les requêtes SQL et les résultats. Donc du coup, on a besoin de mettre en place des systèmes de dashboarding pour correctement visualiser en fait cette donnée. Et donc on peut plugger un QuickSight directement en fait sur ces data stores. Donc, voilà pour la partie, je dirais, service orienté analytics. Je voulais parler d'un client qui est plutôt connu. Donc j'imagine que vous avez déjà joué à Fortnite, qui est un jeu qui a été créé par la société donc Epic Games. Aujourd'hui, Fortnite, c'est plus de 125 millions d'utilisateurs. Pour remettre un peu dans le contexte, Fortnite, c'est une solution de jeu, c'est gratuit, on n'a pas besoin de s'abonner. Et en fait, le business model derrière, c'est que vous allez avoir la possibilité dans le jeu de customiser votre personnage, d'acheter des armes, ce genre d'éléments. Et c'est là-dessus que Fortnite Epic Games en l'occurrence va designer son business model. Et donc ils ont besoin de générer et de savoir en temps réel en fait ce qui se passe sur la plateforme, de savoir comment les joueurs vont se comporter, avec qui ils vont jouer, quel type de solution, quel type de personnage ils vont jouer le plus souvent, quel type d'armes ils vont utiliser le plus souvent. Donc vraiment essayer de connaître un maximum le gameplay de l'utilisateur. Et en fait aujourd'hui ils ont mis en place une solution, leur pipeline de données en fait. Alors ils ont un pipeline en mode batch avec cette notion de data lake, et ils ont également un pipeline en temps réel. Et donc aujourd'hui, c'est entièrement cette solution Data Lake et Analytics est entièrement mise en place sur la plateforme AWS. Donc on va avoir ici à gauche toutes les informations qui peuvent être remontées par la partie client, par la partie serveur, qui passent par le Kinesis dont je vous ai parlé. Donc ils vont utiliser Kinesis Stream et Kinesis Firehose pour sur la partie batch. Donc là, je me focalise principalement sur la partie batch. Où ils vont charger en fait en bas la donnée sur le data lake. Ils vont pouvoir faire des opérations d'ETL avec des services comme EMR, traiter cette donnée. Et aujourd'hui, en termes d'ordre de grandeur, Fortnite avec ses 125 millions d'utilisateurs, ça génère plus de 2 pétas de données par mois sur S3. Donc 2 pétas, c'est quand même énorme. Ça fait 2000 terabytes de données qui sont générées par les utilisateurs, qui sont analysées donc sur la partie batch avec le data lake. Ils ont également en fait une partie traitement real time avec des solutions comme Spark Streaming qui permettent justement d'avoir de l'information en temps réel sur le comportement des joueurs. Je trouvais intéressant en fait de vous partager ce cas d'usage, puisque du coup c'est assez ludique. Tout le monde aujourd'hui connaît Fortnite, et derrière en fait il y a quand même il y a une
grosse solution orientée data qui leur permet en fait d'avoir de la visibilité pour ensuite orienter correctement les types d'outils que chaque utilisateur pourra après inclure dans son panel de jeux d'utilisateurs. Alors, je voulais vous faire une démo aujourd'hui de la partie Data Lake Foundation. Donc, j'ai repris, il y a un blog post en fait qui explique comment créer aujourd'hui une fondation Data Lake avec des solutions comme S3, des solutions comme Glue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller récupérer en fait de la donnée qui est stockée sur un bucket S3. Ce sera de la donnée liée en fait au taxi new-yorkais. Ça c'est lié au blog post. Et donc on va aller créer un crawler en fait qui va crawler le bucket S3 qui lui est un bucket public pour déterminer en fait le type de données, les schémas de la donnée. Ensuite on va générer un job d'ETL avec Glue qui va transformer le CSV en parquet et on va stocker en fait la donnée sur un bucket S3. Donc là on va être sur la partie transformation de la donnée. Et ensuite, on va redémarrer un second crawler qui, lui, va crawler la donnée au format parquet et qui va remplir le data catalog. Ensuite, on pourra positionner directement Athena parce que Athena aujourd'hui est une solution qui est directement intégrée avec le data catalog. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que au moment où le crawler va parcourir la donnée qui est sur S3, va remplir le data catalog. Le data catalog qui est directement intégré dans Athena va vous permettre de pouvoir requêter tout de suite la donnée qui a été crawlée et après on peut plugger des outils de visualisation directement sur ce data catalog. Alors je vais couper la présentation et je vais me connecter sur ma plateforme AWS. Alors ici, donc là j'atterris sur la console AWS. Donc si vous n'avez pas encore vu la console AWS, une notion importante, c'est la notion de région. Donc AWS est divisé en régions et aujourd'hui, là je me suis positionné sur la région Irlande. Donc la région Irlande, ça va être un cluster de data center et il faut toujours garder en tête que chacune des régions AWS est indépendante, donc elles sont toutes isolées les unes des autres. Donc quand vous allez créer une ressource dans une région, elle va pas être visible dans une autre région. Donc c'est pour ça que il faut avoir cette notion-là parce que si vous créez une ressource dans une région et que vous allez ensuite dans une autre région, vous ne verrez pas cette ressource. Donc là je me positionne sur la région Irlande et je vais aller dans le service Glue. Alors, au niveau du service Glue, on a, comme je l'avais défini tout à l'heure, on a deux notions importantes, la notion de data catalog et la notion d'ETL. Donc, pour tout ce qui va être data catalog, je vais choisir de créer une base de données. Donc là, je peux créer une base de données, je vais l'appeler New York City Taxi. Donc, je crée une base de données et ensuite, on va définir des crawlers qui vont eux pouvoir requêter qui vont pouvoir en fait aller crawler la donnée qui est stockée sur un bucket S3 et remplir en fait le data catalog. Donc ici la database qui a été remplie. Donc là je vais créer le crawler New York Taxi CSV. Donc là on va crawler le data store. Donc c'est un bucket S3. Je me suis noté le chemin du bucket. Donc là, il faut lui indiquer en fait sur quel bucket S3 vous allez crawler justement cette donnée. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter ou non un autre data store? Donc là, je ne vais pas ajouter d'autres data store. Pour tout ce qui va être sécurité, donc encore une fois, tous les services AWS aujourd'hui sont intégrés avec le service IAM pour Identity Access Management qui va permettre de restreindre l'utilisation de chacun des services. Donc par exemple, mon crawler Glue, il doit avoir uniquement l'accès à tel bucket S3 parce qu'il n'a pas la possibilité de crawler toutes les données. Donc moi j'ai déjà créé en fait un rôle avec Glue Service Role Demo qui a les bons accès en fait pour crawler le bucket. Je vais le démarrer on demand, mais comme je l'avais défini, on a la possibilité en fait de choisir, voilà, si on veut démarrer un job de façon récurrente, parce qu'on a rajouté de la donnée différente et on a besoin de recrawler cette donnée.
Ici, on va choisir la base de données dans laquelle le crawler va envoyer son output. Donc ici, on prend New York City. Avant de lancer le crawler, on a un récapitulatif. Donc là, on a créé le crawler. Ici, il est en position ready et on va le démarrer. Alors généralement, donc là, on est sur une opération où on n'a pas énormément de données. Donc je dirais l'opération de crawling prend moins d'une minute. Et une fois que la donnée a été crawlée, du coup, on verra s'il y a bien de l'information qui a été générée dans la table. Alors, en attendant, on peut voir qu'au niveau des crawlers, on peut définir des classifieurs. Donc, du coup, en termes de classifieurs, ici, il y a des classifieurs qui sont déjà préintégrés. Donc, si vous avez des classifieurs JSON, des classifieurs Parquet, CSV, ceux-ci sont ce qu'on appelle les built-in classifieurs. Donc, le crawler, en fait, on n'a pas besoin de dire ok, c'est du CSV, c'est du Parquet. Lui, quand il va crawler, il va utiliser tous les classifieurs et il va déterminer quel est le format de données s'il a été défini dans un classifieur. Et si vous avez des données spécifiques vraiment propres à vous qui ne sont pas liées à du CSV ou quoi que ce soit, ou même si on est sur du CSV que vous avez modifié ou vous avez justement changé les délimiteurs, du coup vous pouvez créer vos propres classifieurs pour justement correctement crawler cette donnée. Donc là, il a pris 58 secondes, un peu moins d'une minute. Il est en train d'être arrêté. Si je retourne sur ma partie database, donc New York City Taxi, là je vais regarder les tables dans cette database. Donc là je vois qu'il m'a créé une table qui s'appelle Data. Et si je regarde les informations en fait qu'il a générées associées à cette table, donc là il a utilisé Classification CSV, donc il a détecté que c'était du CSV. Et ici on va avoir en fait tous les champs et schémas associés à cette donnée, avec donc le nom de la colonne associée, un index et le type de données associé. Donc là c'est vraiment des données liées aux chauffeurs de taxi sur la région new-yorkaise. Donc c'est un dataset qui avait été rendu public et on a décidé de l'utiliser. Donc une fois qu'on a pu crawler en fait cette donnée, on va choisir de nettoyer cette donnée. Donc ça c'est l'étape de TL où on va transformer le CSV en Parquet. Alors on peut aller dans la partie job ETL et sur ETL job ici on peut créer son job. Donc là on doit lui donner un nom, donc là on va mettre New York Taxi CSV Parquet. De la même façon on a besoin de lui donner un rôle puisque du coup il doit avoir des autorisations. En termes de script, aujourd'hui, Glue va fournir justement plusieurs scripts. Là, le script que je vais l'opération de tel que je vais vous montrer, qui consiste à transformer du CSV en Parquet, le script est déjà généré dans Glue. Après, vous avez la possibilité de le créer ou d'importer vos propres scripts. Au niveau de l'ETL, on est soit sur du Python ou du Scala. Donc là, je vais être sur du Python. Et en termes de script, donc lui, il va générer le script et il va le stocker sur un bucket S3. Donc c'est un bucket qui est utilisé dans mon compte AWS pour stocker la donnée. Et ici, on a un bucket temporaire qui va permettre, encore une fois, pareil, de stocker toutes les informations liées à l'ETL qui sont temporaires. Donc là, on doit définir la data source. Donc là, la data source, ça va être la table qui a été créée. Et là, on va choisir en fait de stocker la donnée sur S3 au format Parquet. Donc là, je vais définir. Alors, je vais aller sur S3 puisque j'ai créé un bucket. J'ai créé un bucket qui s'appelle. J'ai créé un bucket qui s'appelle démo-webinaire. Donc, je vais lui envoyer le lien démo-webinaire /Parquet. Donc là, il va nous faire le mapping. Donc là, vu qu'on passe de CSV à Parquet, donc il y a un mapping avec un data type qui est différent. Donc là, c'est vraiment lié à la techno que vous utilisez. Donc ça, c'est le mapping automatique qui a été généré, mais on peut le modifier, on peut le recréer nous-mêmes. Et donc ensuite, je sauvegarde le job qui a été créé. Donc là, il n'a pas été exécuté. Alors, le rendu est un peu moyen sur l'écran, mais ici, en fait, on a le script Python qui a été généré avec à gauche, en fait, une représentation
graphique où ici en fait, alors sans rentrer dans le détail encore une fois du fonctionnement de Spark, mais il y a des notions dans Spark comme si vous faites de la donnée de data frame, donc là on est sur des dynamic data frame, donc on va charger la donnée, on va modifier en fait on va faire le mapping entre le CSV et le parquet, et ensuite on va écrire la donnée en parquet. Donc le script il est disponible directement sur la plateforme Glue. Donc là on va choisir en fait de faire tourner le script. Alors, ce qui est dommage, c'est que on va faire tourner le job. Donc là, le job il prend en moyenne 1 à 2 minutes parce que du coup derrière en fait Glue va provisionner des ressources sur lesquelles il va pouvoir faire tourner le job Spark. Donc pour rappel, cette opération d'ETL, on n'a pas défini un instant en fait ce dont Glue avait besoin pour la capacité d'exécution du script. On n'a pas dit j'ai besoin de tant de CPU, tant de RAM. Ça c'est géré par Glue. Après, si on veut rentrer dans le détail, on a la capacité de dire ok, on a besoin de beaucoup plus de ressources. Donc on peut faire cette ETL directement via Glue ou alors on peut le faire sur EML. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut le voir comme un Spark as a Service sur lequel Glue aura la capacité d'exécuter le script. Donc là, il est en train de tourner. Et une fois en fait que le script sera terminé, je devrais avoir la donnée qui est directement stockée sur S3. Alors, en attendant, on peut déjà regarder le service Athena. Et donc logiquement, vu qu'on a lancé un crawler sur le premier dataset, ici on a dans Athena à gauche tout ce qui va être lié aux données, au database. Donc là, on voit qu'on est directement intégré avec le data catalog puisqu'on a accès à la base de données qui a été créée New York City Taxi. Et j'ai accès à la table. Et donc là, je peux directement, via Athena, faire cette preview. Donc là, j'ai une requête où je fais select étoile from New York City Taxi, où justement, là, je récupère en fait les informations. Donc là, avec Athena, j'ai exécuté une requête SQL. Donc j'ai juste besoin de me soucier de ma requête SQL. Et il y a, on doit lui pointer en fait le bon dossier dans S3. Donc ça, c'est fait au niveau du data catalog, pardon. Et du coup ici on a un résultat avec toutes les données qui sont stockées sur S3. Donc en termes techniques, Athena fait ce qu'on appelle du schema and read, donc il va appliquer le schéma sur la donnée. On définit pas le schéma et ensuite on importe la donnée. En fait c'est l'inverse. On prend la donnée, on positionne un schéma dessus et ensuite on effectue la requête SQL. Ce qui est intéressant avec ce type de fonctionnement, c'est que du coup voilà, on peut modifier le schéma. Si la donnée change, on a juste à modifier le schéma. C'est beaucoup plus flexible. En revanche, on va pas toucher la donnée, c'est-à-dire que ici, je peux pas faire d'insert sur la donnée avec des solutions comme Athena. Le résultat de la requête Athena peut lui être stocké dans un autre bucket S3, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Alors, si je retourne sur mon aspect job, donc là, j'ai le job qui est, donc il m'indique succeed. Donc le job a bien fonctionné. Et si je vérifie le bucket S3, donc ici j'ai un répertoire parquet qui a été créé avec les fichiers parquet qui ont été transformés par Glue. Donc là on voit qu'on est sur du parquet. En même temps il a rajouté une partie compression pour optimiser le stockage avec notamment Snappy. Aujourd'hui on a la possibilité d'utiliser Snappy, mais vous pouvez utiliser aussi du gzip. Il y a différents algos de compression qui peuvent être utilisés. Et si j'update le data catalog ici, alors logiquement je dois voir apparaître, ah non, pardon, j'ai oublié en fait une étape qui consiste, une fois qu'on a cette donnée, à rajouter en fait un dernier crawler. Donc là je peux crawler la donnée qui a été rajoutée dans mon bucket S3. Donc là je vais crawler la donnée avec S3 //. Donc le bucket, on est sur démo-webinaire. Hop. Hop, output, je le mets dans la même base. Donc là, je crée mon crawler.
et je le fais fonctionner. Donc du coup là en fait le bucket S3 qui a été créé avec les données stockées au format parquet, là on va positionner un crawler dessus et en fait ce crawler va remplir le data catalog et logiquement ensuite une fois que le data catalog aura été mis à jour, et ben j'aurai la possibilité avec Athena de directement pouvoir le requêter. Donc ça c'est aussi un aspect qui permet en fait de facilement stocker de la donnée. On va remplir le data catalog automatiquement puisque du coup vu qu'on peut scheduler en fait à intervalles de temps réguliers des jobs au niveau des crawlers. On peut crawler toute la nouvelle donnée qui a été rajoutée et pouvoir directement, de manière interactive, requêter cette donnée avec Athena. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est on voit qu'on est sur un aspect interactif. C'est la donnée et on a la possibilité de requêter cette donnée qui est stockée pour voir en fait s'il y a un intérêt, quel type d'analytics on pourrait en sortir et si potentiellement on a besoin ou non de charger cette donnée dans un cluster Redshift qui lui nous permettrait après via une solution de BI comme QuickSight de faire du requêtage de cette donnée. Alors là il a bien ajouté ici une table et donc là si j'update cette partie database avec New York ici, donc là j'ai ma seconde table qui a été rajoutée où là en fait on est sur le format parquet. Donc quand je requête la donnée, donc là si je compare les deux, ici j'ai ce type de données et logiquement on a le même type de données, sauf que si on utilise en fait du parquet, vu qu'on est orienté colonne, je dirais que le temps de requêtage en fait devrait être plus optimisé. Donc si je fais le test en requêtant l'aspect CSV, où je me positionne, où je scanne en fait tout le bucket. Ici on a le temps de traitement de la requête, donc là il va scanner le bucket. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut définir des partitions aussi au niveau d'Athena pour requêter pas un bucket entier mais des sous-buckets. Donc là il a pris 14 secondes pour scanner 91 mégas et du coup si je passe sur l'aspect parquet, hop, je vais faire New York City Data parquet. Là, il a pris à peu près le même temps, mais voilà, il a scanné beaucoup moins de données parce que ça, c'était lié justement à l'aspect compression, parce qu'on utilisait du Snappy sur la donnée qui était stockée sur S3. Mais voilà, en règle générale, quand vous avez des gigas et des terras de données et que vous souhaitez justement faire de la lecture dessus, c'est plus intéressant de la stocker au format colonne. Et donc, c'est là où des solutions comme Parquet peuvent être intéressantes. Ça, c'était sur justement comment construire son aspect data lake. Donc là, on a vu comment on pouvait ramener de la donnée sur son bucket S3 avec un système de crawler, faire de l'ETL, donc où on va normaliser, compresser, transformer la donnée ici en parquet, remplir avec les crawlers automatiquement le data catalog, et ensuite on peut avoir des solutions comme EMR, comme Athena, qui vont se plugger sur le data catalog et qui vont permettre en fait d'enrichir directement la donnée. Alors du coup, moi je vous invite, si vous le souhaitez, à justement retester cette solution de Data Lake. Donc c'est un blog post qui a été écrit par des SA chez AWS, et donc vous avez la possibilité, c'est très bien fait, de justement répliquer, de pouvoir faire le test chez vous, et après de tester avec votre donnée. Donc du coup, je vous invite vraiment à tester pour vous rendre compte de la puissance en fait de ces solutions. Donc maintenant, je vous invite, si vous le souhaitez, là, on va prendre 5 minutes de pause et après, en fait, on va enchaîner. Ce sera encore moi sur l'aspect machine learning. Donc, je vais vous présenter les différentes solutions en termes de machine learning qui sont fournies par AWS et on fera un deep dive notamment sur un service phare chez nous qui s'appelle SageMaker avec 20-30 minutes de démo. Et puis voilà, après moi je serais ravi n'hésite pas vraiment à me contacter sur LinkedIn, sur Twitter, et je serais ravi de pouvoir discuter avec vous. Je suis également à Station F, dans le 13e, donc si jamais vous êtes également à Station F, n'hésitez pas à passer par notre bureau et je serais ravi de pouvoir discuter avec vous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à tout de suite pour le prochain webinaire.